Voilà, nous sommes ici dans une table ronde organisée par la PLG en lien direct avec l'inspection. On remercie les intervenants de la table précédente et puis merci beaucoup Aurélie et Clarisse de venir échanger sur un sujet très neuf. La journée porte sur les États-Unis, les États des Unis d'Amérique. Et on a vu arriver, porté par les grands groupes, les GAFAM, de nouvelles pratiques de l'intelligence artificielle et qui a, comme une vague, submergé nos sociétés et donc toutes les dimensions, nos cours, nos élèves, nos façons d'enseigner, et à une vitesse quand même assez forte, assez rapide. Et c'est un sujet qui est récurrent, c'est un sujet aussi qui est un peu source d'angoisse, qui peut susciter des oppositions, des prises de parole vives, des collègues qui ne souhaitent pas continuer leur carrière dans des conditions comme ça. Ça questionne le rôle de l'enseignant, en fait, et nos missions. C'est à tous les âges, dans tous les milieux, ça concerne l'enseignement et la recherche. Alors ici, on ne va pas forcément aborder cette question de la recherche, mais on a un vice-président en recherche, peut-être qu'il faudra en dire deux mots avant de faire son intervention juste après, parce que c'est un sujet qui est abordé partout, hein, sur les campus, partout dans les établissements. Donc on s'est dit qu'aujourd'hui, on pouvait avoir un petit temps d'échange. Alors c'est sous la forme d'une table ronde. Les intelligences artificielles en cours d'histoire, de géographie et de MC aujourd'hui. Moi, je ne fais faire que poser des questions. C'est surtout elles, voilà, qui vont nous donner leurs impressions, en sachant que la question est vive et l'objectif ici, c'est de mettre à plat un certain nombre d'éléments. C'est pas une journée dédiée, on a un temps d'échange assez court. C'est plutôt d'évoquer un certain nombre de points sur les modifications des pratiques de l'enseignement, donc pour les élèves, pour les enseignants que vous visitez. Et puis, première question, hein, où en est-on? Voilà, c'est ça. Où en est-on de ce sujet je dirais, dans les classes en général? Alors, pour les micros, je pense que je vais passer celui-ci. C'est mieux comme ça? D'accord. Oui, donc merci beaucoup. Hein. Effectivement, c'est un sujet vif dans notre réflexion, vous vous en doutez, et particulièrement quand on est historien-géographe, donc c'était important de se poser cette question. Évidemment, ces nouveaux outils, hein, je préfère employer ce terme, ces services numériques qui sont parfois capables de générer des textes, des supports, des images, du son, sont devenus un environnement cognitif pour nos élèves. Ils viennent interroger les questions de connaissance, les questions d'apprentissage, les questions de gestes enseignants. Évidemment, pour ce qui est de l'intégration réelle, par contre, dans les pratiques de classe, pour le moment, elle est relativement limitée. Le dernier rapport de l'inspection générale de mai 2025 avait comptabilisé qu'on était autour de 15% d'enseignants qui avaient vraiment une utilisation régulière au sein de la classe de ces outils d'intelligence artificielle. Donc, on est encore sur quelque chose de modéré, mais on sait que c'est extrêmement rapide. On sait par contre que du côté des élèves, l'usage est inversement proportionnel peut-être, du fait que, évidemment, ces outils sont, pour l'heure actuelle, en grande partie proposés sous des versions gratuites et avec une facilité d'abord de questionnement évidente pour les élèves. De prime abord, encore une fois, on reparlera de l'esprit critique. Ce qui a été décelé dans le rapport de l'inspection générale et que nous constatons nous aussi dans l'académie et dans les pratiques, c'est que pour le moment, l'usage dans la pratique de classe est freiné par plusieurs points. Le premier, c'est évidemment toute la prudence éthique concernant ces outils, les données, d'où viennent les données, à qui servent-elles, etc. Tout ce que l'on sait là-dessus. La prudence réglementaire, parce qu'en collège, nous avons affaire à des élèves mineurs, nous avons affaire à des questions au collège comme au lycée de protection des données personnelles. Et nous sommes évidemment dans un cadre qui doit être respectueux de tout ce qui est RGPD que nous connaissons par ailleurs. Et puis le troisième frein, évidemment, c'est soi-même de maîtriser ces outils pour pouvoir les utiliser à bon escient avec suffisamment de recul critique. Et de ce point de vue-là, le frein des enseignants est légitime, hein, à se dire il faut d'abord
qu'il y ait une appropriation, qu'il y ait une formation, qu'il y ait une forme de maîtrise, avant de pouvoir le projeter, on va dire, dans la classe. Oui, donc les enseignants sont en partie. Quelle est votre impression? Moi, je dirais ce qu'Aurélie a dit, c'est-à-dire que pour l'instant, on remarque une certaine prudence, une certaine méfiance des enseignants. D'abord parce qu'effectivement, il y a une volonté de ne pas perdre le cadre pédagogique de leur classe, donc ça, c'est plutôt légitime. Et puis, effectivement, parce qu'on attendait aussi un cadre réglementaire, mais on en parlera un peu plus loin. Aujourd'hui, en tout cas, ils peuvent s'en servir comme un outil créatif. Donc, on est bien sur des outils ici. Ça peut leur servir de squelette, de trame de cours, soit pour des contenus de cours, soit pour des activités pédagogiques, avec quand même une prudence qui est liée à leur maîtrise pédagogique et didactique. On voit bien que c'est des outils dont ils peuvent se servir quand ils s'en servent, mais qu'ils vont utiliser en faisant des ajustements permanents. D'abord parce qu'ils doivent contrôler ce qu'ils diffusent comme information, et ensuite parce que en tout cas dans les situations qu'on a testées en formation, mais j'y reviendrai tout à l'heure, on s'aperçoit que soit il y a des propositions qui ne sont pas du tout adaptées, soit par manque de temps, soit parce que les outils ne sont pas adaptés, soit surtout parce que ça ne fait pas travailler les compétences disciplinaires qui sont au cœur de nos enseignements. Et donc, voilà, ils s'en servent comme un outil, mais ils réajustent, ils vérifient, ils valident ou ils invalident les propositions. Pour l'instant, on en est là. Oui, du coup, je poursuis, puisqu'on a avancé un petit peu sur les usages. Je crois qu'il faut être très clair sur la notion de gagner du temps, qu'on utilise souvent par rapport aux intelligences artificielles. Parce qu'en réalité, bien les maîtriser, bien les utiliser et faire des choses subtiles avec, c'est chronophage. Donc, je crois que c'est important de dire que c'est pas pour gagner du temps, c'est pour optimiser parfois certaines tâches. Ça, oui, on peut y réfléchir, effectivement. Bénéficier de résumés de documents volumineux, croiser des informations, utiliser certaines IA génératives pour transformer des tableaux en schémas, en croquis. Il peut y avoir des choses créatives, techniques, intéressantes, qui optimisent certaines tâches de l'enseignant d'histoire-géographie. Mais je trouve que c'est important de savoir se dire que, j'aime pas trop cette idée de on va gagner du temps, qui, à mon avis, est une fausse bonne idée dans la pratique. Un leurre, oui. Alors, sur, comment on va dire, oui, voilà, l'essentiel, je dirais presque. On est là pour nos élèves ou nos étudiants. Quels sont leurs usages et ils s'en servent et qu'est-ce qu'on peut en dire? Ouais. Alors sur les usages, effectivement, là, le rapport de l'inspection générale dont parlait Aurélie tout à l'heure, qui est sorti en mai 2025, montre que eux, les élèves, vous avez sourire, rigoler, oui, eux, ils s'en servent de manière autonome. Alors là, je dis le terme autonome, c'est écrit comme ça dans le rapport, je ne sais pas si c'est très, très autonome, mais en tout cas, de manière massive et autonome, voilà ce que dit le rapport. Mais moi, je dirais quand même, encore souvent, sans comprendre les outils. Et donc, on est sur un outil aujourd'hui qui fait à leur place. Donc là, ils vont recopier des textes générés, par exemple. Ils vont contourner la difficulté de l'activité, mais rarement ils s'en servent pour apprendre. Et donc cet usage, il n'est pas formateur, il est plutôt intuitif. Et nous, notre idée, c'est de transformer cet usage qui est subi en un usage qui serait un peu plus réfléchi, qui permettrait d'apprendre, qui permettrait de questionner, de douter, de vérifier des informations. Donc il faut réfléchir à des mises en activité qui permettent d'utiliser certains outils IA pour travailler ses compétences disciplinaires. Et la principale, que ce soit au collège ou au lycée, c'est véritablement le raisonnement. C'est ce qui est le plus difficile à apprendre à nos élèves. Et donc, il faut essayer de penser les outils IA comme des outils qui servent à apprendre le raisonnement. Concernant les élèves, ils sont tout à fait conscients de la fraude, de la triche, d'abord parce qu'on leur répète. Par contre, ce qu'ils apprécient, eux, pour le coup, c'est la question de la rapidité de la proposition, la rapidité d'exécution des outils IA. Donc, on nous interroge souvent sur est-ce qu'il faut interdire ou pas. Bon, nous, on n'a pas ce pouvoir de dire il faut interdire les outils IA ou non. Ils les utilisent. Donc, ce qui est important pour nous, je pense, en tant qu'enseignants, c'est de pouvoir échanger avec les élèves de manière assez authentique sur leur usage ou non. Et je pense que c'est ce qu'ils attendent de nous, en fait, de pouvoir leur dire dans quel cadre elles peuvent être utilisées
et pourquoi? Quand est-ce qu'on s'en sert et qu'est-ce qu'on vérifie? Comment on questionne en fait l'outil IA qu'on va utiliser? Oui, je crois que de ce point de vue, les compétences qui peuvent être intéressantes et qu'on a déjà vu tester en classe, là pour le coup, c'est par exemple, évidemment dans nos disciplines, faire travailler l'esprit critique à partir d'une réponse donnée par une intelligence artificielle. Ça, c'est un travail que les enseignants d'histoire géo ont l'habitude de faire et qui, face à l'intelligence artificielle, peut être renouvelé, peut prendre une autre dimension, c'est-à-dire être capable d'interroger d'où viennent les sources, la fiabilité des données, de critiquer la réponse pour en faire un élément de prise de recul réflexif de la part des élèves. Donc ça, c'est vrai qu'on l'a vu déjà assez régulièrement testé par les collègues enseignants, on va dire par prévention, pour prouver aux élèves que s'ils se contentent de cette réponse, ils vont se faire prendre au piège de choses parfois peu fiables, peu vérifiées. Donc, c'est vrai que cette pratique-là, elle s'est relativement vite propagée dans les classes pour dire, écoutez, on va tester une fois ensemble, on va regarder la réponse, on va la critiquer au regard de ce que nous savons, au regard des connaissances, au regard des sources, et ça va nous permettre d'avancer intelligemment ensemble sur la place réelle qu'on peut donner à cet outil dans nos disciplines. Donc la fiabilité des données, ça c'est relativement intéressant effectivement comme exercice. Et Clarisse l'a dit, l'autre exercice intéressant pour les élèves que l'on voit pratiquer désormais, c'est la question du prompt. Alors pas juste rédiger un bon prompt, mais vraiment, qu'est-ce que c'est que questionner une intelligence artificielle? Comment on la questionne? Et ça rejoint la question du raisonnement dont parlait Clarisse, parce que bien questionner, c'est bien penser, et on sait que ça fait partie des compétences, pour le coup, disciplinaires qu'on peut chercher à développer. Oui, donc j'entends que c'est à la fois levier d'apprentissage, un outil qui transforme. Alors jusqu'à quel point ça peut transformer nos pratiques d'enseignement, jusqu'à quel point c'est aussi un objet en tant que tel d'enseignement, et puis est-ce que si vous avez quelques exemples à nous communiquer pour donner, pour illustrer des situations que vous auriez pu constater? En fait, il y a plusieurs questions. Il y a une question, c'est est-ce qu'on doit enseigner l'IA, l'enseignement à l'IA? C'est-à-dire, est-ce que nous, en histoire, on va enseigner l'histoire de cette technologie, son impact sur les sociétés, son impact sur le monde du travail, sur les structures sociales, économiques, etc. Évidemment, la réponse est oui. Enfin, je ne vois pas comment on ne commencerait pas, même avec certains élèves peut-être plus grands, mais même avec les plus jeunes, à réfléchir à l'impact numérique de l'IA dans nos sociétés, dans le monde du travail, dans la géopolitique actuelle. On sait bien qu'il y a une question de souveraineté sur ces outils, etc. Donc ça, oui, enseigner. Alors, je ne sais pas dire l'IA, ça sera forcément utile, intéressant, pertinent. Enseigner l'IA au sens technique, ce ne sont pas nos disciplines qui vont le faire. Mais les collègues, il faut le savoir, parce que je pense que c'est intéressant de se le dire, les collègues de sciences numériques, évidemment, vont apporter des éléments à nos élèves sur le principe des algorithmes, le principe des probabilités, comment fonctionnent réellement, quand on est dans le cœur de la machine, ces outils. Il est prévu dans le cadre d'usage, et on va en reparler, mais c'est bien de le savoir, que les élèves de 4e et les élèves de seconde aient une information précise sur l'IA pour connaître cet outil, son fonctionnement, dans le cadre de PICS, que vous connaissez sans doute, donc tout ce qui concerne les compétences numériques des élèves. Et puis enseigner avec l'IA, alors là pour le coup c'est autre chose, comment dans notre discipline on peut utiliser ces outils sur des compétences, et là je crois que Clarisse avec quelques exemples. Oui, alors oui, effectivement, donc il y a deux éléments, donc j'appuie effectivement ce que tu dis. Ce qu'on voit déjà dans les classes par rapport à nos programmes, c'est que l'IA, c'est un objet d'enseignement, donc on étudie les acteurs, les relations de puissance, les territoires, les GAFAM, les BATX, les rapports de puissance, les conflits que ça peut entraîner, les impacts environnementaux. Donc là, dans le cadre de la spécialité AGGSP, mais pas seulement. Et après, au niveau donc, des situations d'apprentissage moi, que j'ai pu voir, pour l'instant, c'est ce que tu disais, on est à travailler, enfin les enseignants, ils n'ont pas, ceux qui expérimentent, c'est surtout des situations plutôt simples et assez réfléchies sur voilà ce que génère une réponse à une question,
et on compare ce que nous on aurait mis dans le cours. Donc j'ai vu plusieurs enseignants en histoire ou en géographie qui ont fait ce type de situation. À la fin d'un cours, à la fin d'une partie d'un cours, on va poser la question de la question problématisée, du développement construit au collège ou d'une dissertation d'un GGSP, et on va voir la réponse obtenue. Et en travaillant comme ça avec les élèves, on s'aperçoit, là l'idée c'est pas de faire à leur place, parce que ça ils savent déjà le faire sans nous, c'est plutôt de leur dire qu'est-ce que c'est qu'une réponse générée par une IA, qu'est-ce qu'on y trouve et qu'est-ce qui manque. Et en fait, en faisant ça, on réfléchit, est-ce que la consigne a été respectée? Est-ce que les notions du cours sont toutes mises en avant? Comment le texte est structuré? Est-ce que les exemples sont pertinents? Quand on est sur des thématiques d'AGGSP, est-ce que les jalons du cours sont pris en compte? Quand on est sur une question de tronc commun en lycée, est-ce que les PPO sont utilisés? Et donc, ça permet de voir les manques et aussi les attendus. Ça permet de faire réfléchir aux élèves sur peut-être les critères de réussite d'un écrit, et donc de réfléchir. Là, on est plutôt sur des approches de métacognition. Voilà, qu'est-ce que j'ai besoin pour faire une bonne argumentation? Qu'est-ce que c'est que conduire une démarche historique et géographique? On a ces deux compétences au cœur de nos programmes, conduire une argumentation et conduire une démarche historique et géographique. C'est pas le plus simple. Si l'outil IA peut permettre de faire ça, voilà, on l'utilise. À partir du moment où l'outil IA est une modalité pédagogique plus qu'un élément de didactique et de pédagogie, ne l'utilisez pas. Voilà, moi j'ai vu aussi des productions en géographie où les enseignants demandaient, alors je l'ai vu en 4e, en 3e sur la thématique de la métropolisation, suite à une étude de cas, de faire un croquis classiquement de l'étude de cas étudiée. Et l'enseignant ensuite projetait les réponses faites par ChatGPT de la légende. Et pareil, même chose, l'idée c'était une réflexion collective pour dire qu'a produit l'IA, qu'est-ce que nous on attend dans une légende, voilà. Comment on formule un intitulé, comment les intitulés des titres se suivent, est-ce qu'on a des concepts dans une légende, quels sont les figurés qui sont utilisés, est-ce que dans la légende on a bien les 3 éléments fondamentaux de la carte, c'est-à-dire les aires, les pôles et les flux. Et à partir de là, on réfléchit à la méthodologie, on réfléchit au raisonnement géographique, et on entre donc dans la géographie de manière critique. Là, c'est intéressant. Mais vous pouvez le faire finalement en proposant votre correction, la correction de 3 élèves de niveaux différents. Donc là encore, la question du gain de temps. Bon, il faut... Mais je pense que c'est important quand même de montrer aux élèves qu'on peut en parler et qu'on peut travailler avec eux sur qu'est-ce que ça produit et qu'est-ce que j'attends. Voilà. Quels sont les critères de réussite d'une activité. En EMC aussi, et je vais terminer sur ça, les enseignants entrent par le débat, des questions de débat. Sommes-nous toujours libres à l'ère de l'intelligence artificielle? J'ai vu une enseignante qui faisait générer des images sur le citoyen idéal dans une société démocratique. Très intéressant ensuite de regarder les images produites avec les élèves et de tout de suite travailler sur les biais, sur les stéréotypes, et en fait de travailler ensuite plus largement sur la question des libertés à l'ère du numérique, information, désinformation, biais, représentation, stéréotypes, etc. Donc voilà, là c'était aussi plutôt intéressant. Donc les IA, c'est pas du tout une fin en soi, on n'est pas en train de vous dire utilisez absolument les IA, surtout quand la modalité pédagogique prime sur l'intérêt didactique et pédagogique. Par contre, je pense que sans accompagnement, les élèves vont renforcer cette espèce d'illusion de savoir, et c'est pour ça que c'est important de pouvoir en parler avec eux. Oui, et de ce point de vue-là, on sait bien que ce qui préoccupe beaucoup, au-delà de l'histoire-géographie, il y a 2 questions. C'est celle du travail à la maison, évidemment, qui est très loin d'être nouvelle, mais qui, pour le coup, est re-questionnée, évidemment, par cet usage de l'IA. Et puis la question de l'évaluation, forcément, pour le coup, l'usage de l'IA dans les évaluations. Donc on le sait bien, dans le supérieur aussi, je pense que c'est une question majeure dans la recherche, etc. Donc évidemment, pour le coup, là, du point de vue un peu transversal, pas que en histoire-géographie, la question du travail personnel de l'élève et la question de l'évaluation est forcément impactée par ces usages de l'IA. Ce qui est intéressant, évidemment, mais c'était le cas avant l'IA, c'est de se dire sur le travail personnel, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire à la maison, quel est l'intérêt de ce qu'on veut faire, quelle est la finalité de ce qu'on veut faire, est-ce que c'est de la mémorisation, est-ce que c'est de l'anticipation, est-ce que c'est de la rédaction, est-ce que c'est de la recherche, et dans ces cas-là, si on sait que l'IA peut être utilisée, comment on cadre la proposition pour les élèves? Il y a des propositions du type « vous me ramenez le résultat avec la partie de l'IA d'une certaine façon et en dessous,
votre analyse critique de ce que, oui, voilà, de métacognition de ce que vous a apporté l'IA. Donc, en insistant du coup plutôt sur le processus que sur le résultat obtenu. De la même façon, dans l'évaluation, hein, il y a beaucoup de pays qui s'interrogent sur le fait d'évaluer plus à l'oral, en direct, d'évaluer davantage, là encore, le processus que le résultat et de demander à l'élève d'argumenter, d'expliciter comment il a obtenu le résultat, par quelle démarche il est passé, etc. Donc évidemment, ces questions-là sont renouvelées. On ne fera pas l'économie de les poser avec les élèves. Les élèves, à partir du moment où le cadre est explicite, je peux, je ne peux pas, si je peux, à quel moment je dois être transparent sur l'utilisation, qu'est-ce que j'en fais, etc. C'est comme ça qu'on arrivera à avancer, je pense, conjointement avec les élèves. Et puis, il y a un point quand même qui est intéressant en termes de pratique aussi, mais encore une fois, là je parle du point de vue transversal et pas que histoire-géographie, c'est que quand on manipule l'IA, on s'aperçoit qu'il faut maîtriser la langue, et que si on ne maîtrise pas bien la langue, et ben forcément on se retrouve en difficulté avec la manipulation de l'IA, et pour le coup, nos disciplines contribuent aussi à la maîtrise de la langue par les élèves, et ça peut être un moment en tout cas de réflexion avec les élèves dans l'utilisation des IA. Oui. Et bonne transition, cette année, on va faire des formations sur la maîtrise de la langue. Donc vous avez reçu la lettre de formation que je vous envoie, que je vous réenvoie, que je vous réenvoie pour les formations. Donc n'hésitez pas, c'est très très coûteux à plein de niveaux d'essayer de mener des formations en présentiel avec vous sur le temps scolaire, pendant le face-à-face pédagogique. Donc surtout n'hésitez pas à vous inscrire, il me faut 10 inscrits pour chaque formation. J'ai vu qu'on faisait du commerce ici, donc voilà. Mais je vous remercie parce que pour l'instant, toutes les formations qui ont été lancées ont leur groupe, donc on va pouvoir faire des formations-là. Donc formation sur la maîtrise de la langue, effectivement, c'est pas simplement la maîtrise de la langue en termes d'écriture, c'est vraiment en termes de raisonnement. Qu'est-ce que les élèves cherchent? Apprendre à se poser des questions. Qu'est-ce que je cherche? De quoi j'ai besoin? Et qu'est-ce qui me manque? En fait, c'est ça qui est le plus important. Et d'ailleurs, dans les premières études qui ont été faites l'année dernière au niveau de l'université, on s'est aperçu que les élèves qui utilisaient le plus l'IA et le mieux l'IA, c'était déjà les élèves les plus performants. Voilà. Donc, il faut qu'on fasse attention à ça parce qu'il y a un vrai enjeu au niveau de la différenciation pédagogique. Oui, donc on entend bien la nécessité de formation, tu le dis. Et effectivement, est-ce que donc il y a des formations déjà proposées? Est-ce qu'elles sont dédiées pour les enseignants d'histoire-géographie ou plutôt pour tous les enseignants? Parce que j'aimerais bien, parce qu'on entend cette question de la langue, de la maîtrise de raisonnement et de compétences qui sont finalement transversales. Je reprends. Alors, je te laisserai après parler du cadre peut-être institutionnel, mais au niveau des formations, en fait, cette année, on a beaucoup de formations qui seront faites au niveau académique par les deux organismes de formation en lien avec le numérique. D'abord, l'EAFC, donc l'École académique de la formation continue, qui propose dans les établissements scolaires des formations pluridisciplinaires sur les usages de l'IA. Là, on est plutôt sur les outils, sur l'aspect un peu technique. Pareil fait aussi par la SRAL, donc c'est le service du numérique éducatif. Donc vous avez déjà eu des formations qui sont proposées dans ce domaine-là. Depuis l'année dernière, j'ai essayé d'anticiper. Alors je suis pas du tout une pro du numérique. Ceux qui me connaissent le savent, mais j'ai quand même essayé d'anticiper la question. Donc l'année dernière, on a proposé en disciplinaire des formations sur la thématique l'IA au service des enseignants, puisqu'on n'avait pas le cadre institutionnel que j'ai laissé présenter. Et donc, on a essayé de réfléchir à quels outils pouvaient servir aux profs d'histoire-géographie. Donc, vous retrouvez toutes les visioconférences sur le site Terre et Temps, donc deuxième vente flash. N'hésitez pas, ça aussi, c'est très coûteux en termes d'énergie. Donc, vous avez toutes les vidéos sur la partie Terre et Temps Replay. C'est notre Netflix académique. Donc, voilà, ça contribue à notre popularité. Et donc cette année, on s'est inscrit au niveau national à ce qu'on appelle des TRAM, donc des travaux académiques mutualisés. Ce sont des dispositifs qui visent à expérimenter des situations numériques au niveau académique. Donc l'académie a été retenue. J'ai organisé un groupe avec 18 professeurs de collège et de lycée qui vont tester des situations, qui ont commencé à tester des situations, cette fois pour l'IA au service des élèves. Et on a retenu 3 axes de réflexion. Donc au service des
les élèves, là, on a mis un point d'interrogation, hein, parce que bien sûr, on s'interroge sur à quoi ça va servir aux élèves. Donc, 3 axes. Le premier axe, c'est l'IA au service des compétences disciplinaires. Donc, au niveau donc, des compétences, on va axer notre travail sur la réflexion autour du raisonnement et de la maîtrise de la langue. Deuxième axe de travail, l'IA dans le cadre de l'EMI et de l'EMC au service donc de l'esprit critique, hein, parce que moi j'aime bien à chaque fois que je fais une formation sur l'IA, on me dit oui c'est très très bien pour développer l'esprit critique. Bon, si on me demande d'expliquer comment on fait pour les élèves, je vous avoue que là je serais un petit peu embêtée. Donc l'idée c'est de tester la fiabilité des sources, c'est tester les biais, la détection, enfin la comparaison des productions qui sont générées par l'IA, de tester aussi les enjeux, les limites en fait des IA. Et puis troisième axe de réflexion, l'IA au service de la révision des élèves pour les examens. On avait déjà travaillé sur des outils IA l'année dernière. Et là, c'est voilà, quels outils potentiels peuvent aider les élèves à réviser à l'oral ou à l'écrit. Donc on est en train de tester des situations. Assez intéressant parce qu'on s'aperçoit déjà que dans les premières situations testées, on en a éliminé beaucoup, hein, en se disant, bon, finalement, pas grande plus-value, on peut éliminer. Donc voilà, et puis dernier outil, avant de parler du cadre institutionnel, j'en parle je crois à chaque intervention que je fais, c'est la CREIA, C-R-E-I-A. Donc la CREIA, c'est une communauté de réflexion en éducation sur l'intelligence artificielle qui a été proposée au niveau de la DNE, donc de la Direction nationale du numérique éducatif, et qui propose un magistère. Donc là, attention, si vous inscrivez au magistère, le forum est très très actif, donc en plus des 1500 mails que vous recevez de l'académie de vos inspecteurs, vous aurez en plus les 1500 mails de la CREIA. Enfin, c'est une communauté très très active, mais qui propose de l'école primaire jusqu'à la terminale des situations, des réflexions sur des choses qui ont été testées et qui permettent d'avoir des idées sur ce qui se fait aujourd'hui en éducation au niveau de l'intelligence artificielle. Donc là encore, hein, bon, on s'occupe de la veille de la CREIA, si vous ne voulez pas vous y inscrire, et on vous fera un rapport des travaux qu'on aura testés et puis des outils qu'on a pu trouver sur la CREIA. Voilà. Et puis peut-être un mot quand même sur la charte. Donc, un mot sur un document qui était quand même attendu pour pouvoir utiliser l'IA correctement dans les établissements scolaires, qui est donc notre cadre réglementaire désormais, le cadre d'usage de l'IA en éducation, qui est paru en juin de cette année et qui, pour le coup, donc, vous donne tous les éléments d'usage éthique, déontologique et réglementaire dans le cadre de la classe, avec quelques incontournables, on va dire, du type, évidemment, ne demandez jamais à un élève de créer un compte personnel sur un service d'IA accessible au grand public, ne donnez aucune donnée d'ordre confidentiel et personnel dans ces outils, renoncez à l'IA quand une situation moins coûteuse du point de vue écologique, énergétique, environnemental est possible, soyez transparent dans l'usage de l'IA, c'est-à-dire que toute utilisation de l'IA doit être clairement énoncée et visible dans les supports, etc. Vous noterez que nous n'avons pas souhaité en faire pour vous parler, non pas en intelligence artificielle, mais en direct. Exercez évidemment votre esprit critique. Et puis donc, ce qui est important, il y a évidemment, là pour le cadre réglementaire, dans le premier degré, les élèves ne seront jamais que sensibilisés sans aucune manipulation. Arrivé au niveau du collège, les IA génératives peuvent être utilisées dans un cadre limité, encadré, accompagné par l'enseignant à partir de la classe de 4e. Et au lycée, les élèves peuvent utiliser les IA génératives de manière autonome, on pourrait longtemps réfléchir à ce qu'est l'autonomie, dans un cadre d'apprentissage et de formation explicitement défini par l'enseignant. Donc il y a bien une gradation dans notre système scolaire qui est maintenant établie par notre cadre réglementaire et qu'il était important, je pense, de connaître et de pouvoir respecter. Par ailleurs, il y a d'autres informations intéressantes dans ce cas d'usage. Et dans le rapport de l'inspection générale, je le dis aussi, à la fin, dans les annexes, il y a une grille pédagogique très intéressante, qui permet de se dire, dans telle ou telle pratique, y a-t-il une réelle plus-value à l'utilisation de l'IA? C'est une grille intéressante pour auto-évaluer, on va dire, certaines pratiques, pour savoir s'il y a une réelle plus-value à l'utiliser. Oui, donc 2 documents importants, celui-ci et puis donc le rapport de l'inspection générale.
les relais sur les sites, les formations. Je trouve que c'est important et ça a beaucoup, je trouve en 1 an ou 2, ça a beaucoup aussi, ça s'est étoffé de votre côté. Et si on en revenait à l'élève pour aller vers la conclusion de ces échanges, on entend qu'il doit être actif. Donc comment l'enseignant doit se positionner pour faciliter ce rôle, cette fameuse autonomie ou le rôle actif? Ouais. C'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'il faut penser des activités pédagogiques autour des usages de l'IA qui rendent l'élève acteur et pas simplement je vous pose une question et vous allez trouver la réponse sur l'IA. Donc il faut vraiment plutôt susciter le questionnement et l'interrogation pour que l'élève soit actif. Et puis peut-être un dernier point, ici on a insisté sur l'aspect outil. L'IA, c'est un outil ou c'est une démarche qui peut servir à l'enseignant, mais en aucun cas, ça peut remplacer tout ce qui se fait dans la classe, c'est-à-dire l'interaction humaine. Et donc, je vends la dernière formation que vous pouvez avoir cette année. Non, mais je vends les formations quand même auxquelles on croit particulièrement. C'est la question des compétences psychosociales. Alors là, c'est aussi un terme plutôt à la mode ces derniers temps, enfin qui n'invente rien. Sophocle parlait déjà de la relation pédagogique prof-élève, donc bon, vous voyez, c'est pas très novateur. Mais enfin, voilà, ce qui se joue dans la classe, c'est à la fois les compétences cognitives qu'on développe, c'est à la fois les compétences émotionnelles des élèves, et c'est encore les compétences sociales des élèves. Et ça, aucun outil IA ne peut le remplacer. Donc, il faut que dans la classe, on puisse parler des outils IA, mais que continue à se jouer ce qui est le plus important dans nos disciplines, développer les savoirs et les savoir-faire, développer la relation à l'élève pour qu'il développe son identité, sa confiance en soi, et puis développer un sentiment d'appartenance autour des relations sociales. Voilà, donc l'IA, oui, à petite dose et quand c'est utile, et surtout que ça ne permette pas de renforcer les inégalités scolaires déjà très fortes qui existent à l'école. De ce point de vue-là, on le sait tous, au stade où on est aujourd'hui, il y a de très nombreux paradoxes autour de l'IA. La notion d'égalité dont a parlé Clarisse, d'un côté, l'IA, elle peut permettre à l'enseignant de créer des propositions différenciées. Ça, c'est une évidence. Oui, bien sûr, l'enseignant, dans sa préparation de classe, il peut utiliser une intelligence artificielle qui va lui proposer une déclinaison différenciée en fonction de profils d'élèves, de besoins particuliers, etc. Et donc, oui, l'IA est capable de générer, par exemple, alors on pourrait dire faciliter d'une certaine façon ce qu'on appelle la différenciation, de faire des propositions de ce point de vue-là. Et en même temps, l'IA, comme tu le dis, nous interpelle sur une école inégalitaire dans les accès au numérique, dans les accès à l'utilisation de ces nouveaux outils. Donc, quid IA face à égalité scolaire? Le paradoxe, c'est aussi évidemment celui de l'individualisation, et c'est ce que disait Clarisse. L'IA, pour le moment, dans ses usages, a tendance à individualiser la pratique de réflexion, de confrontation à la connaissance, au raisonnement, etc. Alors qu'on est plutôt en train d'essayer évidemment de penser les pratiques collaboratives par rapport aux enjeux citoyens aussi qu'on peut avoir. On a évidemment le paradoxe de IA versus pause numérique. Notre institution s'interroge évidemment et légitimement fortement sur la nécessité de proposer aux élèves, et notamment aux plus jeunes, de réelles pauses numériques parfois. Donc évidemment, d'un côté, on peut parler IA, et puis pause numérique, il faut trouver des équilibres. On est encore dans des paradoxes, je pense, vraiment, par rapport à tout ça. Et parce qu'on est dans le moment, tout à l'heure, Jérôme Crandeux le disait très bien, je pense qu'on est dans le moment où on est, nous, dans la période, dans le brouillard, et on y avance prudemment. On ne pourra évidemment avoir un retour réflexif que plus tard sur tout ça. Alors peut-être dernière question, on a beaucoup parlé de la révolution de l'IA. Est-ce que, à vous entendre, tous ces paradoxes, tous ces éléments de continuité, est-ce que c'est une évolution ou une révolution? Qui voudrait conclure sur ces mots-là? Je dis un petit peu, puis je te laisserai conclure, Clarisse. Alors, on ne va pas lancer le débat qu'est-ce qu'une révolution en histoire, parce qu'on en aurait pour longtemps. Mais bon, évidemment, en termes de changement politique brusque violent, on n'est pas de cet ordre-là. On pourrait s'interroger sur la bascule d'un modèle. Je l'ai dit tout à l'heure, sur
les conséquences économiques dans le monde du travail, les conséquences sociales, les conséquences géopolitiques. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on est en train de vivre une révolution liée à l'outil numérique ou aux outils numériques que serait l'IA? Ce sera aux historiens du temps présent, futur, de pouvoir nous le dire, je pense, parce que c'est difficile quand on est dans la période d'être en capacité. En tout cas, on est dans un processus évolutif qui est très rapide. Et oui, il a déjà des répercussions sociales, économiques, etc., éthiques, philosophiques et autres. On le voit ne serait-ce que sur les débats sur le terme lui-même. Doit-on parler d'intelligence, pas d'intelligence? Qu'est-ce que l'intelligence? Est-ce que c'est la conscience de soi, les émotions, comme disait Clarisse? Est-ce que c'est juste répondre, résoudre des problèmes, apprendre à raisonner? Et dans ces cas-là, l'IA le fait. Je pense qu'on est dans le temps des débats, on est dans le temps du processus, on est dans le temps de l'évolution accélérée. Pour le coup, je préfère ne pas utiliser encore le terme de révolution, que je préfère laisser aux historiens prochains dans une phase de retour sur notre période. Donc oui, je vais dire la même chose alors. On est dans une période de mutation et donc voilà, nous on essaie juste d'accompagner cette mutation, de vous accompagner dans vos réflexions pour que effectivement l'IA, comme les autres démarches ou outils, soit vraiment un objet d'éducation, d'émancipation, de réflexion et soit pas un élément qui renforce les inégalités scolaires. Voilà ce qu'on peut dire jour d'aujourd'hui. Bon, merci beaucoup à vous deux pour avoir abordé toutes ces questions.